Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, on va débunker un article du Point et on va en profiter pour parler du TDAH et des fake news sur le TDAH et son traitement en général. Un article du Point qui m'a été envoyé par l'association TDAH France, Hyper Super, qui date du 23 janvier 2020, sous la plume de Jérôme Vincent, j'imagine qu'il est journaliste, et qui s'intitule « Troubles du déficit de l'attention, la Ritaline surprescrite ». Wow! Bon, c'est une fake news en soi, le reste de l'article contient un certain nombre de fake news aussi, de fausses informations, de nature à inquiéter les gens, de manière non proportionnée au risque réel. Et on va en fait justement s'occuper de toutes ces fake news. Alors, certaines sont dans l'article, d'autres ne sont pas dans l'article. Je vous fais une revue un petit peu générale des fake news qu'on entend sur le TDAH et sur la Ritaline et sur les autres traitements, Concerta, Medikinet, Quasim, méthylphénidate en général. Comme ça, voilà, on aura une vision en une seule vidéo assez globale des fake news qui circulent, et puis vous aurez, vous, des arguments scientifiques, sourcés, hein, vous allez voir, tout est sourcé, comme d'habitude sur cette chaîne, avec des sources de bonne qualité, en tout cas des meilleures qualités disponibles à l'instant T, voilà, qui pourront vous permettre de vous défendre face à des gens qui soit n'y connaissent rien et affirment sans connaître, soit des gens qui sont des militants, et on sait qu'il y a des militants, voilà, pour diverses raisons, souvent politiques, parfois financières aussi, qui sont contre le concept de TDAH ou contre son traitement. Alors, c'est parti. Les fake news en psychiatrie, donc qu'est-ce qu'on entend de manière générale, qu'est-ce qui est le plus fréquent, qu'est-ce qui se dit? Alors, le TDAH, c'est une mode créée par les laboratoires pharmaceutiques. Ça, c'est un truc qu'on entend souvent pour gagner de l'argent, en droguant nos enfants et en déculpabilisant les mauvais parents d'avoir des enfants si mal élevés, mauvais élèves. Ça, c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière tout ça. Elle est surprescrite en France, ça c'est dans l'article du Point. Cette drogue pousse au suicide et à la toxicomanie. Elle détruit le cœur et est mauvaise pour le cerveau, ça aussi c'est dans l'article du Point. Elle empêche l'enfant de grandir normalement, c'est aussi dans l'article du Point. Elle présente un risque de malformation des enfants quand elle est prise par une femme enceinte, ça aussi c'est dans l'article du Point. Il existe de nombreux moyens plus efficaces d'aider les enfants mal élevés, par exemple en serrant la vis, ça aussi c'est une idée qu'on entend souvent. Et en plus le traitement rend zombie, et ça se guérit de façon à 18 ans. La preuve, c'est que le traitement n'est plus recommandé après 18 ans, ça aussi c'est dans l'article du Point. Alors on va reprendre point par point, nous aussi, et on va débunker ça avec des articles scientifiques. Alors TDAH c'est une mode selon les fake news, selon les gens qui racontent ça. Alors c'est une mode qui quand même date du XVIIIe siècle. Hein. Voilà, donc date de descriptions cliniques modernes, hein, sans compter même les descriptions qui étaient proches mais qui n'étaient pas vraiment strictement TDAH, qui elles datent de 400 avant Jésus-Christ. Bon, allez, on va garder celle du XVIIIe siècle, donc 1700 quelque chose, et on va se dire que les docteurs qui ont fait ça, je pense pas qu'ils étaient à la mode, je pense pas qu'ils étaient à la botte des laboratoires pharmaceutiques, ça n'existait pas. Donc non, le TDAH c'est pas une mode. Donc la source est ici. Créée par le laboratoire pharmaceutique, hein, cette mode a été créée par les labos, hein, c'est connu. Alors le problème c'est que le médicament, le méthylphénidate, ou ses apparentés, étaient utilisés depuis 1930 par des docteurs complètement indépendants de laboratoire. Il n'y en avait pas non plus à l'époque, en 1930, au sens en tout cas où on l'entend aujourd'hui de laboratoire pharmaceutique. Et l'approbation par les États-Unis comme médicament en tant que tel, et là pour le coup par un laboratoire, elle date de 1962. Donc Big Pharma à l'époque, ça n'existait pas en 1962, il y avait évidemment des entreprises pharmaceutiques, mais c'était pas du tout ce qu'on imaginait. Et de toute façon, cette molécule était utilisée bien avant sa commercialisation au sens strict du terme dans cette indication-là, dans cette même indication du TDAH, par des gens qui n'avaient rien à voir avec des labos et qui avaient découvert que ça fonctionnait chez les gens avec un TDAH. Donc 1930. Hein. Donc la source est ici. Là. C'est pour gagner de l'argent, évidemment. Hein. L'objectif, c'est de gagner de l'argent. Alors, sauf que dans plusieurs pays du monde, dont la France, il existe un médicament générique. Donc ça rapporte plus grand... D'abord, c'est un médicament qui n'est pas très compliqué à produire. Ce qui est compliqué à produire, c'est plus la manière dont c'est libéré, le mécanisme de libération prolongée. Mais même maintenant, il y a un générique pour ça, en libération prolongée. Donc ça ne va plus rien rapporter au laboratoire. Donc ce n'est pas du tout pour gagner de l'argent. Voilà, vous avez la base des données publiques sur le médicament qui montre que le méthylphénidate existe en générique. Donc c'est fait aussi pour droguer nos enfants. Hein. L'idée c'est que le méthylphénidate c'est une drogue. Alors c'est une drogue un peu spéciale hein, parce qu'il n'y a pas de dépendance, il n'y a pas d'accoutumance et il n'y a pas de sevrage. Alors c'est un peu compliqué.
pas de dépendance, on n'en est pas accro, pas d'accoutumance, c'est-à-dire quand une dose marche, sauf si on change de poids bien sûr, mais quand une dose marche, elle marche dans le temps, elle ne perd pas son efficacité, il n'y a pas de sevrage, c'est-à-dire qu'on peut l'arrêter du jour au lendemain. Alors des drogues comme ça, moi j'en connais pas. D'accord, j'en connais pas. En fait, c'est à peu près l'inverse de la définition d'une drogue. Alors, il y a un mésusage, ça c'est vrai, ils en parlent dans le journal du Point, c'est-à-dire qu'il y a des gens, une minorité qui l'utilisent pour être plus performants sur le plan scolaire, des étudiants notamment, mais enfin, ça n'en fait pas une drogue pour autant. Et en fait, une drogue qui s'arrête le week-end ou pendant les vacances, c'est pas une drogue. Hein. Et la preuve, hein, dans la notice Vidal du métier Findat, il est marqué qu'il est recommandé de faire des pauses de temps en temps et des arrêts, notamment pendant les vacances scolaires. Donc moi, je ne connais pas de drogue qu'on décide du jour au lendemain sans aucun problème, sans sevrage, sans rien, d'arrêter du jour au lendemain pendant les vacances scolaires. J'en connais pas. Donc je ne crois pas que ce soit une drogue. Pour ceux qui disent ça. Le Point ne le dit pas quand même. Hein. Ils sont pas allés jusque-là. Donc c'est aussi fait pour déculpabiliser les mauvais parents d'avoir des enfants mal élevés. Alors le problème, c'est qu'il y a quand même 300 gènes qui ont été identifiés dans le TDAH, dans une douzaine de zones de l'ADN. On appelle les clusters. Donc c'est un peu compliqué, à moins que les mauvais parents aient une influence génétique sur la génétique de leur enfant. Je crois que le TDAH ne nécessite pas d'avoir des parents qui seraient soi-disant des parents défaillants. Je crois qu'on peut avoir un TDAH avec des parents extrêmement bien investis, etc. Donc je crois aussi que c'est une fausse information. Hein, la preuve, donc l'article scientifique, ici publié dans Nature Genetics, qui est pour moi un article vraiment fondamental dans la compréhension sociétale du TDAH. Et donc, de toute façon, ces enfants, c'est des mauvais élèves. Ils sont mauvais élèves. Et pourtant quand même, hein, le TDAH, c'est d'abord le deuxième trouble le plus fréquent en pédopsychiatrie, derrière le trouble anxieux, évidemment. Et pourtant, quand on regarde aux États-Unis, par exemple, les étudiants en médecine, le TDAH, c'est le deuxième trouble le plus fréquent chez eux. Ce qui est logique, d'ailleurs. Hein, on ne s'attendait pas à autre chose. Et pourtant, ils sont étudiants en médecine. Et ils ont un TDAH. Donc, je ne suis pas sûr que derrière donc, les troubles anxio-dépressifs, vous avez le TDAH. Ça, c'est pas un trouble au sens psychiatrique du terme. C'est je vais pas bien parce que j'ai des problèmes dans ma vie. Ici, donc, c'est le deuxième trouble après les troubles anxio-dépressifs. Donc, c'est logique. Hein, on s'y attend de toute façon. Mais ça prouve que c'est pas forcément des mauvais élèves, les gens qui ont un TDAH. C'est sûr que ça n'aide pas un certain nombre d'entre eux sur le plan scolaire, mais le QI moyen des gens avec un TDAH, il est normal, sachant en plus que quelqu'un qui a un TDAH, il n'est pas aidé dans le test de QI. Donc la moyenne reste normale malgré les difficultés à passer le test de QI. Posez-vous des questions. Alors évidemment, ça aussi, c'est le titre du Point. Hein, le Point, attention, c'est terrible. C'est surprescrit, blablabla, etc. Hein. La Ritaline surprescrite. Surprescrite. C'est prescrit, mais sûr. Voilà. Alors ça, c'est vraiment une fake news énorme. C'est-à-dire qu'en fait, là, on n'est pas dans l'exagération, parce que bon, après, il faut vendre du papier. Je comprends qu'il faut des titres un peu sexy. Moi, je ne suis pas contre le journalisme, il n'y a pas de souci. Après, quand il est pratiqué par des gens excellents, comme Sandrine Cabu, qui a fait un excellent article dans le journal Le Monde, mais qui a bossé, elle a bossé du coup pour faire cet article. Elle a interrogé plein de gens, des spécialistes, elle a lu de la littérature scientifique, enfin, elle a fait son job, quoi. Bon, après, je comprends que tous les journalistes n'aient pas le temps de faire correctement leur job, et moi, je critique pas, mais enfin, là, on n'est pas dans l'exagération, on est carrément dans l'exact opposé. C'est-à-dire que on pourrait se dire, c'est très prescrit en France, et je vais dire, c'est surprescrit pour faire un peu de buzz, quoi. En fait, c'est même pas très prescrit en France. La France est le pays développé qui prescrit le moins de méthylphénidate. Donc, on est dans l'exact opposé de ce que vous racontez au Point. Vous racontez n'importe quoi. C'est une fake news, mais de chez fake news. D'accord ? Alors, vous dites que ça a augmenté ces dernières années, ce qui est vrai, mais même avec l'augmentation, on est encore dernier. Parce qu'on a tellement de retard en France à cause de vos préjugés que vous balancez, d'accord ? Que justement, malgré l'augmentation de ces dernières années, on est dernier. Donc, que vous me disiez, ici, il y a peut-être des pays qui abusent. Et encore, il faudrait le prouver qu'ils abusent. Il faudrait le prouver que c'est vraiment pas des prescriptions adaptées. Ce qui n'a pas été fait, hein. Mais il faudrait le prouver. Mais là, même quand on compare aux autres pays, on est dernier. On est dernier de chez dernier. Et on est loin derrière la moyenne. On est loin derrière la moyenne, on est loin derrière la médiane. Il faut arrêter maintenant. Vous racontez n'importe quoi. D'accord ? Donc non, c'est pas surprescrit en France, c'est sous-prescrit. Vous avez dit l'exact opposé de la vérité. Vous avez menti, en fait. C'est dommage. C'est regrettable parce que c'est pas votre job de mentir. Demandez des cours de journalisme peut-être à Sandrine Capu. Voilà, excusez-moi de la citer souvent, mais enfin, quand
Voilà, il y a d'autres d'ailleurs journalistes, il n'y a pas que Sandrine Cabu, je m'excuse, hein, qui a fait des très bons papiers sur le TDAH. Il y en a d'autres. Il faut bosser, quoi. C'est ça que je veux vous dire. Il faut bosser. Faut arrêter de se la couler douce, quoi. Bon. Cette drogue pousse au suicide. Ah, et ça aussi, c'est un truc qu'on entend. Et pourtant, le méthylphénidate réduit le risque suicidaire. Pas moi qui le dis. Hein. Je m'excuse. Moi, je suis rien. Je suis un psychiatre de campagne. Mais c'est la science qui le dit. Regardez les articles. Lisez-les, d'accord, et trouvez-moi une référence qui soit meilleure en termes de niveau de preuve et qui dise l'inverse. Trouvez-le. J'ai hâte. J'attends ça avec impatience. D'accord ? Parce que moi, je fais la revue de la littérature tous les jours. Donc, je lis tous les jours. D'accord ? Donc, bon, allez-y. J'attends avec impatience un niveau de preuve plus élevé. Les articles qui disent autre chose, oui, il y en a toujours, ça s'appelle la science. Hein. Mais avec un niveau de preuve plus élevé que ça, j'attends votre article. Voilà. En vous remerciant. Alors, et de toute façon, le médicament pousse à la toxicomanie et à la criminalité. Le problème, c'est que c'est exactement l'inverse. Ça réduit le risque de toxicomanie. Ça a été bien démontré aussi. Je vous mets la référence ici. Voilà. Ça détruit le cœur et le cerveau. Hein, ça, ils le disent dans le point. Hein. Ils le disent. Hein. Ils disent que, en tout cas, alors ce qu'ils disent exactement pour les citer, hein, mais cette molécule peut également exposer à des effets indésirables graves. 2 points des risques neuropsychiatriques, cardiovasculaires, cérébrovasculaires. Bah non, en fait. Désolé. C'est pas vrai. Ici, un article, mais il y en a plein des articles hein, qui montrent ça. C'est juste complètement faux. Il n'y a pas de surrisque cardiovasculaire, il n'y a pas de surrisque de stroke, d'accident vasculaire cérébral, donc c'est ce qu'ils appellent cérébrovasculaire. C'est pas vrai. Si ça existe, c'est extrêmement faible, et en fait, probablement que ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en contrôlant tous les biais, en fait, on ne retrouve pas d'association franchement significative. Donc, c'est pas vrai. Vous avez menti. C'est pas parce que c'est marqué... Alors, après, moi, je veux bien comprendre, quand on fait un travail très superficiel, qu'on lit la notice, bah oui, on peut marquer tout ça quand on lit la notice. Mais enfin, ça, c'est un travail très superficiel, c'est pas un travail de journaliste, d'accord ? C'est un travail, pour bâcler un truc. Voilà. Une notice, c'est pas de la science, une notice. C'est un texte administratif qui est fait sur des données qui sont parcellaires. La science continue à évoluer, vous comprenez ? Il faut prendre les données de plus haut niveau de preuve et les plus actuelles. Sinon, vous racontez n'importe quoi. Bon. Donc aussi, vous dites que ça empêche de grandir normalement. Hein. Donc ce que vous dites exactement dans le point, c'est chez l'enfant, le risque de retentissement sur la croissance staturo-pondérale. Hein, voilà. Donc en gros, on ne grandit pas assez, on ne grossit pas assez comme il faut, ça met en danger les gens. Puisque vous dites que c'est des risques graves. Hein. C'est des risques graves, 2 points. Hein. Bon, en fait, c'est complètement faux. C'est du mytho. Pareil, hein, c'est sûrement marqué sur la notice, mais ce n'est pas la question. Hein. La question, c'est qu'est-ce que dit la science à ce sujet ? Ce n'est pas vrai. Hein. Donc, cette étude allemande sur des cohortes allemandes, on a cette étude, elle est quoi ? Elle est en Thaïlande, on a cette étude plus générale, on a cette étude en Corée. Enfin bon, toutes les études laissent entendre que si il y a une perte de taille et de poids, c'est chez une minorité de personnes, et qu'en plus de ça, elle est très faible. Sur le long terme. Voilà. Et qu'en plus, il est probable qu'à l'arrêt du traitement, on reprenne tout ça. Parce que le traitement, il est rarement à vie. D'accord ? Donc, c'est faux, en fait. Quand vous dites qu'il y a un risque grave, c'est juste pas vrai. D'abord, il est probablement inexistant, et s'il existe, il est très faible et pour une minorité de gens. Donc, quand vous dites expose à des effets indésirables graves, 2 points, et vous citez chez l'enfant le risque de retentissement sur la croissance staturo-pondérale, c'est une fausse information au sens scientifique du terme. C'est pas parce que c'est marqué dans la notice que c'est vrai, et c'est pas parce que c'est marqué dans la notice que ça suffit à faire correctement votre travail journalistique. C'est pas suffisant. Il faut interroger des professionnels dans ce cas-là. Il y a plein de grands professeurs spécialisés dans le TDAH en France. C'est leur job, ils sont PUPH, donc ils sont universitaires. Leur job, c'est de répondre à vos questions. Ils sont aussi payés pour ça, d'accord ? Pour faire de l'éducation populaire. Donc voilà, interrogez-les plutôt que de juste lire des notices que vous ne comprenez pas. Alors ça aussi, vous dites ensuite que dans le journal, hein, chez les femmes et jeunes filles en âge de procréer, le risque de malformation et de maladie chez le bébé. Alors je ne sais pas,
selon vos informations, j'attends vos sources. Donc ça, c'est une revue de la littérature systématique et une méta-analyse. Bon, bah, exposure to ADHD medication during pregnancy does not appear to be associated with adverse maternal or neonatal outcome. Donc en français, l'exposition aux médicaments du TDAH pendant la grossesse ne semble pas être associée avec des effets secondaires maternels ou néonataux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Si je ne l'invente pas, c'est une étude assez récente, de 2018 ou je ne sais pas combien, mais elle était sortie en tout cas au moment où vous avez fait l'article. C'est pas ma faute quand même. Bon, donc après je vous dis pas qu'il faut faire attention. Évidemment, il faut faire attention à tous les effets secondaires possibles. Et ça, c'est le job du docteur. Mais quand vous accusez les docteurs de surprescrire la Ritaline, parce qu'il n'y a que les docteurs qui prescrivent la Ritaline en France. Donc la surprescription, elle est à cause des docteurs par définition, hein, selon vous. Enfin, selon la loi, techniquement, si c'est surprescrit par les docteurs. Donc vous accusez les docteurs de surprescrire de la Ritaline, c'est techniquement faux, c'est exactement l'opposé de la vérité. Bon, déjà, c'est un problème. Et ensuite, vous laissez entendre aux gens qu'il y a plein de dangers graves. Hein. C'est vous qui dites, hein, grave, 2 points. Effet indésirable, grave. Donc, attention à ce que vous dites. Hein. C'est pas forcément... voilà. Pas forcément... Donc tout ça nécessite encore des études, mais vous devez prendre en compte l'état actuel des connaissances au moment où vous faites l'article. Sinon, on fait n'importe quoi. Il existe d'autres moyens plus efficaces d'aider les enfants mal élevés. Ça, c'est un truc qu'on entend souvent, et pourtant, l'étude a montré que chez l'enfant, le méthylphénidate donne plus de résultats que toute autre prise en charge, ce qui n'empêche pas d'ailleurs les autres prises en charge. Hein. Voilà, il y a une taille d'effet qui est très importante. D'ailleurs, c'est rigolo, vous citez la revue Prescrit. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est la revue Prescrit. Moi, j'ai été abonné pendant quelques années quand j'étais jeune interne, parce que je pensais que c'était sérieux, puis bon, je me suis désabonné. Plus j'ai appris mon métier, plus j'ai eu envie de me désabonner, puis je me suis désabonné. Et des bienfaits que la revue Prescrire juge au mieux modeste. Au mieux modeste. Alors, c'est complètement faux, puisqu'on a des indicateurs extrêmement sérieux dans les méta-analyses sur l'efficacité du traitement qui montrent que l'effet, il est modéré à bon. D'accord ? Donc il y a un effet léger, bon, c'est toujours mieux que rien, mais c'est effet faible, d'accord ? Après, vous avez l'effet modéré, donc là, on commence à être dans des médicaments finalement assez rares, hein, des médicaments en médecine en général qui ont un effet modéré, c'est rare. Des médicaments qui ont vraiment un bon effet, alors là, c'est rarissime, d'accord ? Et le méthylphénidate, il est entre modéré et bon. C'est un des médicaments en médecine en général avec le meilleur rapport bénéfice-risque. Donc c'est problématique de dire ça, parce qu'il y a des méta-analyses qui prouvent ce que je viens de vous dire. Je vous invite à voir la vidéo de Samuel Cortez, qui est un des plus grands chercheurs sur le TDAH, qui nous a fait une super vidéo en présentant les articles scientifiques qui montrent cette efficacité. Donc attention à ne pas dire n'importe quoi. C'est pas parce que la revue Prescrire dit un truc que c'est vrai. Comprenez, la revue Prescrire, elle a un niveau qui est le sien, on va dire. Donc, notamment, il faudrait serrer la vis pour que les enfants aient mieux. Hein. Ça, c'est aussi une idée hein, qui est souvent présente. Et pourtant, les enfants avec ADH sont beaucoup plus sensibles que les autres aux récompenses et à l'éducation positive. C'est même à ça qu'on les reconnaît. D'accord ? C'est-à-dire que c'est une caractéristique particulière des enfants avec un TDAH. C'est-à-dire que ça marche mieux que les autres, l'éducation positive. Ça marche chez tout le monde, l'éducation positive et bienveillante et stimuler les circuits de la récompense. Mais chez eux, encore mieux. Donc, il ne faut vraiment pas serrer la vis. Ça sert à rien. Il faut serrer la vis un peu et récompenser beaucoup. C'est comme ça que ça marche le mieux. Donc, voilà, il faut arrêter de dire n'importe quoi aussi. Hein. Le traitement augmente le risque d'accident. Ah ouais, c'est dangereux. Bon, alors c'est carrément l'inverse. Hein. Il diminue carrément le risque de toxicomanie, de suicide, d'accident de la vie chez l'enfant comme chez l'adulte. Voilà. L'enfant est zombie. Alors ça aussi, c'est un truc qu'on entend souvent. Ah ouais, mais ça rend les enfants zombies. De toute façon, vous les shootez. C'est des tranquillisants pour les calmer. Alors pourquoi le méthylphénidate augmente les capacités d'interaction sociale, par exemple ? L'inverse d'un zombie, c'est quelqu'un qui est dans son monde et qui est complètement déconnecté du monde, d'accord ? Il a été prouvé que le méthylphénidate fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il augmente les capacités d'interaction sociale et la qualité des interactions sociales. Donc il fait exactement l'inverse que zombifier les gens, il les sociabilise. Et vous racontez n'importe quoi, ceux qui disent ça. Là, c'est pas le point qu'il le dit, hein. Mais ceux qui disent ça, vous racontez n'importe quoi. Et alors, c'est aussi le truc classique, hein, de toute façon, ça se guérit à 18 ans, hein, évidemment. Hein, ça c'est, d'ailleurs, c'est marqué, c'est plus remboursé après 18 ans en France, donc il n'y a plus besoin. Hein, et alors, eux, ils mettent dans leur journal, aucun traitement ne doit être commencé chez l'adulte, d'après l'autorisation de mise sur le marché AMM. Alors,
c'est plus compliqué que ça. Hein. C'est-à-dire que l'AMM, elle dit qu'elle rembourse entre 6 et 18 ans, et elle dit qu'au-delà de 18 ans, c'est pas recommandé. Alors, c'est un problème parce que c'est complètement faux, on va en parler juste après. De toute façon, de nombreux pays en Europe remboursent le méthylphénidate chez l'adulte. Alors, comment ça se fait, si ça se guérit à 18 ans, qu'on soit un des seuls pays en Europe, dans les pays développés, à ne pas rembourser le méthylphénidate chez l'adulte? Hein, donc ça, c'est par exemple le Medikinet en Allemagne. C'est un exemple. Hein. J'ai fait une vidéo récemment sur un article publié par une équipe lyonnaise, je crois que c'est une équipe de l'INSERM, qui faisait un petit débriefing sur quel pays en Europe autorise le méthylphénidate chez l'adulte. La France est un des rares pays à ne pas le rembourser. D'accord ? Et ça, c'est... Voilà. Je vous invite à voir cette vidéo si vous voulez plus de détails. Là, je vous ai juste mis un exemple parce qu'on est rapide sur cette vidéo. D'accord ? Et comment ça se fait que le diagnostic du TDAH, il est valide même chez les personnes âgées, si ça s'arrête à 18 ans? Hein, il y a une équipe canadienne, là, ici, qui a examiné la validité du concept même de TDAH chez l'adulte, et oui, il est tout à fait valide. Donc, vous racontez n'importe quoi. Hein, et ça se guérit de façon à 18 ans, la preuve, les traitements n'est plus recommandé, oui, mais le problème, c'est que toutes les recommandations mondiales, sauf en France, recommandent le traitement en première intention chez l'adulte. Donc, quand vous dites... Aucun traitement ne doit être commencé chez l'adulte d'après l'autorisation de mise sur le marché. D'abord, arrêtez de vous restreindre à une AMM, parce qu'une AMM, c'est un document administratif, c'est pas un document scientifique. Et la science dit exactement l'inverse de ce que vous dites dans votre article. Exactement l'inverse. C'est-à-dire, vraiment, ils disent, c'est même en première intention, c'est avant même les psychothérapies. En Allemagne, c'est quoi, en Angleterre, en Europe en général, au Canada... voilà, chez l'adulte, bon là c'est les pédiatries, donc ils ne parlent pas d'adultes les pédiatriques, mais les autres, dans les guidelines, il y a l'Angleterre, voilà. Partout dans les pays où il y a des recommandations sur le TDAH de l'adulte, ils disent qu'en première intention, c'est le méthylphénidate, ou les apparentés. Donc en fait, c'est n'importe quoi ce que vous racontez. C'est des recommandations des pays. Voilà. Et il y a aussi une recommandation européenne, du TDAH Adult Network, qui n'est pas un État pour le coup, mais qui est une entité spécialisée, une association scientifique spécialisée dans le domaine. Et alors pourquoi ils recommandent ça en première intention? Parce que la littérature scientifique, elle est univoque sur ce sujet-là. Elle est évidente, elle le dit. Le traitement du TDAH, le traitement médicamenteux, c'est ce qui marche le mieux. Et ça évite plein de problèmes, d'accidents de la vie, de risques de toxicomanie, etc. etc. Qui a un coût énorme pour la société et pour les gens qui en souffrent. Voilà, donc on a terminé cette petite revue des fake news sur le TDAH. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, c'est du boulot, à liker, à partager, surtout partager, parce que toutes ces fausses informations, il y a plein de gens qui les ont en tête, et ça les empêche d'accéder aux soins. Donc autant il faut bien sûr faire les choses sous un contrôle médical et très sérieuse, autant il faut arrêter de propager des fausses informations qui sont de nature à mettre en danger des gens parce qu'ils vont croire qu'on ne peut rien faire pour eux ou que ce qu'on peut faire pour eux, c'est dangereux. Donc il y a une vraie responsabilité des journalistes quand ils font ce type d'article. Et donc ils doivent pas se contenter de ce qu'on leur raconte, ils doivent s'inquiéter de ce que dit la science, et ils doivent interroger des vrais professionnels spécialisés dans le domaine, sinon ça ne peut pas marcher. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.